Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans French Fries. Je suis Audrey, je vis à Dubaï depuis 2019. Au fur et à mesure de mes rencontres ici, j'ai souvent été impressionnée par ces femmes qui partent s'installer seules à l'étranger. J'ai donc eu envie dans ce podcast de mettre en lumière le parcours professionnel et parfois personnel de ces femmes inspirées et toujours inspirantes. Et si depuis la France ou ailleurs, ne serait-ce qu'une jeune femme, ou moins jeune d'ailleurs, se sent rassurée quant à son envie d'expatriation après nous avoir écoutés, alors mon contrat sera déjà largement rempli. Bienvenue dans French Fries. Bonjour Domiti. Bonjour Audrey. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir à mon micro. Avec grand plaisir. Parce que je sais pas si tu sais, mais même si c'est mon amie Julie, donc celle qui est dans le premier épisode, qui m'a inspiré l'idée de base, c'est quand même grandement grâce à toi que je me suis lancée. Parce que donc pour le contexte, on s'est rencontrés il y a 1 an et demi quand tu es arrivée à Dubaï. À peu près 1 an et demi. Et comme je suis aussi rédactrice pour Dubaï Madame, j'étais chargée d'écrire un article sur le projet que tu venais construire à Dubaï. Comme ça, je ne spoil pas. Tu étais tellement dans la motivation, dans le partage, dynamique, que je me suis dit waouh, mais elle est trop intéressante et trop inspirante. Et surtout, je ne sais pas si tu te souviens, mais tu m'as dit... Et il faudrait que tous les gens qui ont un projet se lancent, que je ne sois pas la seule à galérer. Je ne sais pas si tu te rappelles de m'avoir dit ça. Non, je ne me souviens pas t'avoir dit ça. Mais en fait, ça a totalement marché parce que là, je me suis dit, elle vient d'arriver pour un projet de dingue et moi, c'est juste un petit projet de podcast et j'arrête pas de me dire non, je le fais pas. Et du coup, quand je suis rentrée, je me suis dit, elle a trop raison, il faut que je le fasse. Donc, merci beaucoup pour la motivation. Avec plaisir, et ça fait toujours plaisir de pouvoir transmettre des motivations, en fait, tout simplement. Je suis sûre que tous les gens qui vont nous écouter vont ressentir la même chose. J'en suis persuadée. Donc déjà, pour commencer, est-ce que tu peux nous donner ton âge ? Et donc, j'allais te demander depuis combien de temps tu es à Dubaï, mais on l'a déjà un peu dit. Je suis arrivée à Dubaï en septembre 2023. Et j'ai 52 ans. Avant, tu avais toujours vécu en France. Qu'est-ce qui t'a donné envie de t'expatrier à Dubaï ou de t'expatrier tout court ? Alors, en effet, j'ai toujours vécu en France. J'ai eu une première école de danse à Aix-en-Provence, dans le sud de la France. En 2018, j'avais des parents d'élèves qui se sont expatriés à Dubaï. C'était une période de vacances où je n'avais pas mes fils. Et ils m'ont conviée à découvrir Dubaï et à les rejoindre. Donc, j'y suis allée. C'est la première fois que je suis arrivée que j'ai découvert Dubaï. Et tout de suite, j'ai ressenti quelque chose dans cette ville, quelque chose que j'ai du mal à expliquer, en fait. Et depuis 2018, je suis revenue 7 fois à Dubaï, systématiquement, pas très longtemps, parce que j'avais mon école de danse, mes enfants... Et tu as ressenti la même chose à chaque fois ? Oui. Et en fait, ce que petit à petit, en fait, à chaque fois que j'y suis allée, j'ai commencé à donner des cours dans des écoles de danse, à voir ce qui se faisait au niveau de la danse, au niveau du ballet à la française. Et est arrivée la période du confinement. J'ai dû fermer ma petite entreprise de danse en France. Et plutôt que de me morfondre, parce que j'étais indépendante, et quand on est indépendant... et que le Covid arrive, on n'est pas à recevoir... J'ai fait partie de ceux qui ont préféré se morfondre pendant quelques semaines. Donc et je me suis dit, plutôt que de me morfondre, je vais essayer de mettre mon énergie ailleurs. Et c'est pendant cette période de confinement que j'ai fait un business plan et que j'ai fait une étude de marché pour si un jour j'avais mon école de danse à Dubaï, comment je m'y prendrais, voilà. Et j'ai utilisé en fait cette période pour travailler sur le projet qui m'a jamais quitté, puisque il a commencé 2018, je me suis posé des questions, il y a eu quelque chose qui s'est passé. La période de Covid se termine, l'idée c'est que j'avais besoin de me développer à Dubaï d'argent, tout simplement. Oui, et je n'avais pas les moyens de garder mon école de danse à Aix-en-Provence, donc il fallait que je passe par la vente de l'école. Oui, donc c'est pas une petite décision. Oui, alors... J'avais vraiment ce projet qui me tenait à cœur et qui, au bout de 5 ans, était toujours dans mon cœur. Et j'ai eu la grande chance, parce que parfois on a de la chance aussi, de rencontrer une personne que j'avais déjà rencontrée quelques années auparavant, qui s'appelle Myriam Kamionka, qui a souhaité reprendre l'école, qui avait ce projet-là aussi d'avoir à elle une école de danse. Super. C'est
une première danseuse de l'Opéra de Paris. Et on s'était rencontrés, pareil, en 2018 ou 2019, et je ne me souviens même plus lui avoir dit un jour j'aimerais bien développer mon école à l'étranger. Alors au début c'était pas Dubaï, hein, mais j'avais ce projet-là de partir à l'étranger, et que je serais peut-être amenée à rechercher un repreneur. Je ne me souvenais plus lui avoir dit ça, et c'est elle qui me l'a rappelé. Et en 2021, quand les cours ont repris, moi j'adorais mon école, j'avais pas forcément de repreneur, donc je me suis dit, écoute, c'est pas grave si je monte pas ce projet. De toute façon, j'adorais ce que je faisais à Aix, voilà. Et là, elle est revenue. C'est fou comme elle m'a dit, c'est toujours ok ton histoire de ton projet. Je lui ai dit, bah ouais, il est toujours dans mon cœur. Et voilà, donc ça s'est fait. On a passé toute l'année la dernière saison de danse 2022-2023, septembre 2022 à juin 2023, à faire une passation en douceur, c'est-à-dire qu'elle m'a accompagnée dans les cours. On en a parlé mes élèves étaient au courant, hein, parce que oui. ils me voyaient partir à Dubaï. Je leur disais que j'avais le projet de créer un jour cette école. Mais tu as quand même pris le temps de le faire en douceur et comme il faut. Et oui, ouais, j'ai pris le temps. Et puis à un moment donné dans la vie, tous les feux étaient ouverts. Et je me suis dit, bah voilà, j'ai 50 ans, j'ai qu'une vie. Ce projet est toujours en moi. C'est génial de l'avoir fait. Il faut y aller. Génial. Il faut y aller parce que je veux pas me retrouver à 60 ans, me retourner, me dire pourquoi je l'ai pas fait. Voilà. Donc j'ai tout vendu. J'avais pas grand-chose. J'avais une école de danse et une vieille coccinelle Volkswagen. C'est déjà pas mal, hein. Et mon deuxième fils, Manao, a eu 18 ans. Donc en fait, tous les feux étaient ouverts. Et tu t'es dit, c'est le moment, c'est maintenant, quoi. Voilà. Et du coup, j'ai pris mon tutu, ma valise, et je suis arrivée à Dubaï pour créer ma deuxième école de danse. Voilà. Et du coup, pour faire un petit flashback, est-ce que tu as toujours été prof de danse? Est-ce que c'est quelque chose qui a toujours été dans ton cœur, comme tu dis, ou est-ce que tu es passée par d'autres environnements professionnels Alors non, je n'ai pas toujours été prof de danse. J'ai fait beaucoup de danse classique quand j'étais petite. J'ai eu une médaille d'or d'un conservatoire de danse et qui m'a permis de rentrer... Toi, quand tu fais les choses, c'est pas à moitié, quoi. Médaille d'or, carrément. Qui m'a permis de rentrer à l'Opéra de Toulon, où j'ai dansé quelques années. Et je m'oriente vers une carrière de danseuse professionnelle qui prend fin brutalement suite à la naissance de mon premier fils. J'ai ainsi été maman à 17 ans et dû arrêter la danse. Pardon, je te coupe, est-ce que tu as arrêté la danse pour des limites entre guillemets physiques, ou est-ce que dans ton état d'esprit, tu t'étais plus concentrée sur ta maternité? Arrêter la danse, c'est que j'étais en train de m'orienter dans une carrière professionnelle. Donc, et à l'époque, n'existaient pas les sports-études, les classes à horaires aménagées danse. C'était juste pas compatible, en fait. Ok, tu pouvais pas. À partir du moment où, voilà, et puis comme je l'ai eu jeune, l'année où j'ai eu mon fils, c'était l'année de mon bac, en fait. J'ai accouché 3 mois avant de passer mon bac. Oh, ok, voilà. Oui. Et ensuite, j'ai eu mon bac. Ah ben déjà, félicitations, parce que... Et puis je suis partie du côté de Paris faire une école de commerce qui s'appelle l'école des cadres et dirigeants d'entreprise. Et pendant 14 ans, je suis ingénieure commerciale. Ah oui, 14 ans quand même. Dans l'informatique, dans 12 ans. Et c'est un métier qui m'a permis d'apprécier au quotidien la relation client, de la détection d'un projet à la réalisation d'une vente. Toutes les étapes étaient structurées dans mes démarches. Mais c'est quand même très loin de la danse classique. Et est-ce que tu continuais à danser en amateur ou même pas du tout? Alors, c'est très loin de la danse classique, mais c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée. Okay. Après, quand j'ai ce métier de commercial et quand j'ai créé ma structure. Okay. Et en effet, pendant toutes ces années, j'ai cherché des cours pour adultes, pour des mamans, pour des femmes qui ont des enfants, pour des femmes d'affaires qui bossent, et je n'ai jamais trouvé. Si, j'ai trouvé, mais dans des horaires totalement pas adapté à ce que je recherchais, et je me retrouvais avec des jeunes filles qui avaient 12 ans d'âge et qui levaient la jambe derrière, voilà. Oui. Et du coup, je me suis toujours dit, si un jour je crée une école, je le ferai pour répondre à mes propres besoins, en fait. Et ce qui a fait que j'ai créé ma première école, je dis souvent que les chocs de ma vie m'ont mené à l'essentiel, c'est que je me suis séparée de mon mari, et cette période-là était difficile, comme toute séparation, comme toute période où on se sépare. Et un matin, je me maquillais pour aller voir mes clients, qui étaient des directeurs informatiques, parce que j'étais je vendais des logiciels, des softwares, en fait, toujours dans des entreprises d'informatique. Et je me suis sentie malheureuse. Et j'avais toujours mon chignon banane, parce que quand la danse est en soi, elle reste dans son corps et dans le physique presque aussi.
dans la façon de se coiffer ou de se tenir, etc. Et je me suis sentie malheureuse et j'ai surtout senti quelque chose ce jour-là qui était au fond de moi et qui avait envie de sortir, qui s'appelait la danse. Et de cette séparation, j'ai tout lâché et j'ai fait mon premier grand écart, puisque je suis repartie en formation pour passer mon diplôme d'État. Donc tu as démissionné de ton boulot? Alors, je me souviens que c'était la première année où ils ont lancé la rupture conventionnelle. Ah, belle invention. J'étais une des premières ruptures conventionnelles, donc c'est comme un divorce à l'amiable avec son entreprise. C'est chouette que ça t'ait fait quand même un petit parachute de sécurité, on va dire. Oui. En fait, après cela, j'ai pris une formation pendant 2 ans pour être diplômée d'État. En tant que professeur de danse? En tant que professeur de danse, parce qu'en France, on n'a pas le droit d'enseigner le classique, le contemporain et le jazz sans être diplômé d'État. D'accord. Et c'est une formation qui est assez poussée, en fait. Et on passe vraiment des UV qui sont l'UV pédagogie, l'UV oui, donc il y a aussi de la théorie, histoire de la danse, UV musique. C'est une formation qui est assez difficile, mais qui après, derrière, te permet d'ouvrir énormément de portes, parce que des enfants ou des parents ou des adultes, enfin des gens qui viennent en cours et qui sentent que le professeur est formé et que les cours sont construits, même un enfant de 4 ans, il le ressent. Du coup, j'ai créé ma première école de danse en fait en 2010. Donc pour répondre à ta première question, je n'ai pas fait que de la danse. Oui. J'ai arrêté pendant une longue période. Oui, longue période. Donc ça a été dur parce que j'avais 38 ans quand j'ai repris, et puis je continue à m'entraîner dans des salles de sport, etc. Mais j'avais même pensé à un moment donné être coach sportif. Et à un moment donné, j'ai ressenti en moi, je me suis dit non, mais c'est la danse. Moi, c'est la danse, c'est pas le sport en fait. Parce que il faut savoir aussi que la danse dépend du ministère de la Culture. Nous ne sommes pas un sport, la danse. Ah, je savais pas. La danse est un art comme la peinture, comme le piano, comme la musique. On dépend du ministère de la Culture. D'accord, voilà. Ok, moi je savais pas. Et donc tu faisais du sport, donc physiquement je me maintenais en fait, voilà, je me maintenais en forme, mais il y a quelque chose qui me manquait dans l'expression, artistiquement en fait. Je m'y suis remis, et même en m'ayant entraîné pendant 12 ans, ça a été difficile parce qu'on reprend des cours tous les jours. Et puis j'avais 38 ans, je me suis retrouvée avec des jeunes femmes qui avaient 20 ans. Parce que souvent c'est un peu l'âge où on passe son diplôme d'État. En septembre 2010, j'ai créé Classique Attitude à Aix-en-Provence. Donc tu étais originaire d'Aix-en-Provence à la base? Non, moi je suis de la Côte Basque, je suis biarrote. D'accord, ok. Et donc du coup tu as choisi Aix-en-Provence pour... À la base j'ai suivi mon chéri. Ok, voilà. Oui, c'est une bonne raison. Ouais. Une fois que tu as eu ton diplôme d'État, tu as pu créer ton école de danse, mais du coup, je suppose que vu que tu avais quitté ton travail, c'était aussi un petit peu le projet de ta vie avec toutes tes économies. Enfin, ça n'a pas été très dur de passer de... Pendant 2 ans, en fait, j'étais au chômage. D'accord. Et en fait, j'étais allée voir Pôle emploi pour leur expliquer que j'avais un projet derrière cette formation. Parce que quand on est au chômage, d'après mes souvenirs, ça a été la seule période de ma vie où j'ai connu le chômage. Soit tu recherches un emploi, soit tu as un projet où ils acceptent. Et là, ils ont accepté que je ne cherche pas d'emploi parce que j'ai monté vraiment. J'avais fait mon premier business plan aussi. Oui, ils ont dû quand même voir que tu avais un profil. Et j'ai été accompagnée par Pays d'Aix Initiative, par la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille-Provence pour faire un business plan. Et c'est ce projet de créer une école que j'avais transmis à Pôle emploi. Ils ont dit OK, on accepte d'être en soutien, mais de d'être pas en soutien sans que vous cherchiez du boulot. Okay. Donc oui, la 2e année de formation, je me la suis financée moi-même. Et dans la première année, la 2e, elle a été financée par le Conseil général, d'après mes souvenirs. Et oui, c'était dur parce qu'en fait, pour vivre ces 2 années-là, j'avais l'aide de Pôle emploi et point. Et tu avais ton fils? Mais le plus dur, ça n'a pas été ça. Oui, j'avais mon fils Manao, il avait, quand j'ai créé l'école, il avait 5 ans, je crois. D'accord. Ouais. Le plus dur, c'était quand j'ai créé l'école, parce que les indemnités, c'était sur 2 ans, en fait. Et j'ai eu ma formation a duré 2 ans. Oui, donc en fait, une fois que c'était lancé, tu n'avais plus rien. Je crée mon entreprise. J'avais plus d'aide des ACDIC. Je me rappellerai tout le temps. Pour chercher un appartement, à me loger. J'allais voir des agences. Ils me disaient vos bulletins de paye, s'il vous plaît. J'en ai pas. Chômage, vos droits, c'est fini. Et donc personne ne voulait me louer j'ai eu de la chance, encore une fois, parce que parfois
on a aussi de la chance dans les projets qui sont sains, où Oui, on y croit. ça veut dire qu'on la provoque un peu quand même. Parfois, Oui, pas tout le temps. Mais tant mieux que des fois ça s'aligne ouais, quand même. Parce que... de rencontrer une personne indépendante qui avait un studio à louer toujours à Aix-en-Provence. Mais ça a été la première année de création parce que j'avais pas beaucoup d'argent. Non, j'ai pas tout de suite loué la première année. J'étais dans une chambre d'une amie qui me louait sa chambre. Donc je vivais dans 20 mètres carrés l'année où j'ai créé Classique Attitude. À presque 40 ans. Ouais, c'est ça. Ouais. Avec mon fils. Et donc je venais de divorcer et j'ai mangé des patates pendant 1 an, mais en fait j'ai jamais été aussi heureuse que cette année-là. Voilà, parce que j'allais dans ce que je voulais. C'était l'aboutissement de tout ce que tu avais dans ton cœur et dans ta tête depuis. Et puis là, le bonheur a commencé. C'est-à-dire que j'ai ouvert ma première école. Au bout d'1 an, j'avais 100 élèves parce que merci mon métier de commercial, j'ai prospecté, j'ai remis ma casquette de commercial. Ton projet était quand même abouti. Une chose qui est importante pour moi, c'est que quand j'ai créé cette école, l'objectif principal de mon école, c'était d'inviter toutes les personnes désireuses de découvrir cet art, donc les juniors, les adultes, les seniors. Oui, dont les adultes, tu parlais il n'y a pas longtemps en disant que toi, tu avais manqué de cette offre-là, du coup, tu as réussi à la mettre en place. Et j'étais, je pense, une des premières écoles à ouvrir pour des adultes de niveau débutant en 2010. C'était très peu, déjà des adultes, c'était rare, parce qu'en général, la danse, ça s'arrête à 17 ans, fini conservatoire. Mais en plus des adultes qui commencent... Voilà, des adultes débutants et des seniors. Les seniors, j'étais une des premières écoles, puisque ma plus âgée à Aix avait 83 ans. Génial. L'objectif de mon école, c'était de permettre à toutes ces personnes-là de percevoir, discerner, distinguer la danse comme un formidable moyen d'expression, de bien-être, d'équilibre de vie, et voire même de thérapie. Pendant 10 ans, j'ai fait danser des personnes malades du cancer. Et la danse a été intégrée comme accompagnement thérapeutique des malades. Oh, c'est génial. Et je ne suis pas médecin, la danse ne les a pas oui, mais via soignés. Ton art à toi et ta perception... Mais l'art permet, comme la danse, mais en tout cas, la danse leur a permis de mieux vivre leur maladie. C'était quelque chose qui était très important pour moi. J'ai développé en 2012 un concept qui s'appelle Aquatitude, et qui consiste à donner un cours de danse classique en milieu aquatique et qui m'a permis d'adresser des anciens danseurs blessés qui ne peuvent plus danser sur la terre ferme. Mais du coup, tu avais une piscine dans ton école ou tu allais démarcher des piscines ? Oui, j'étais dans un complexe sportif qui a construit une piscine, comme si c'était une construction faite pour Aquatitude, parce qu'il n'existait pas quand je suis arrivée. Et tu as eu l'idée, ça t'est venu comme ça Alors, comment ça m'est venu ? Ça m'est venu parce que, justement, quand j'ai ouvert l'école, j'ai tout de suite commencé des interventions auprès d'un centre de personnes atteintes du cancer. J'ai commencé à les faire danser sur la terre ferme. Et dans ce centre, il y avait une piscine. Ça s'appelle le Centre Ressources à Aix-en-Provence, tenu par un oncologue qui s'appelle Jean-Loup Mouisset. Et dans ce centre, il y avait une piscine. Et un jour, je me suis retrouvée face à des personnes qui étaient obèses ou qui avaient du mal avec leur propre regard sur elles-mêmes. Et j'ai eu une idée merveilleuse. Je me suis dit, mais... Puis j'avoue que j'aime l'eau. Et souvent, quand j'avais des douleurs en tant que danseuse, l'eau m'a permis de... Voilà, mais pas que des douleurs physiques. C'était stressant, c'est enveloppant, c'est apaisant. Voilà. Et du coup, j'ai commencé... le docteur Jean-Loup Mouisset m'avait dit, écoute Domitille, tu es là, tu interviens bénévolement, la piscine elle est à toi, tu fais ce que tu veux. Donc j'ai créé mes cours Aquatitude dans cette piscine à Centre Ressources, et après j'ai commencé à donner des cours à Centre Ressources dans la piscine exclusivement. Et là j'avais des personnes en surpoids, j'avais des personnes qui ont eu des traumatismes dans leur vie, des accidents. Qui venaient spécifiquement pour ces cours qui venaient parce que dans l'eau dans l'eau, on fait 10% de son poids. Donc, j'ai pu rester dans la lignée de ma pédagogie, en fait. Permettre à toute personne, quel que soit son âge, son sexe, son niveau technique, sa corpulence, de danser. Et donc, grâce à Aquatitude, je peux adresser une autre clientèle qui, des danseurs traumatisés, ou des gens qui ne sont pas à l'aise avec leur corps. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde de se retrouver devant un miroir en juste au corps. Surtout que la danse classique, moi par exemple, j'en ai fait qu'une fois avec toi, mais ça a un côté tellement élégant,
avec chaque geste qui est millimétré qu'on se dit je vais avoir l'air ridicule parce que je sais pas bien positionner mon bras ou j'ai pas une belle pointe de pied, etc. Et c'est vrai que dans l'eau, ça désinhibe aussi un petit peu. Exactement, c'est exactement et ça. on se compare moins à l'autre aussi. C'est ça, et on n'a pas le regard du miroir, et on n'a voilà, pas exactement. Et on n'a pas le corps est caché. Donc pour des personnes qui veulent découvrir la danse et qui sont pas à l'aise avec leur corps, c'est juste merveilleux. Et ça leur permet de danser. Ouais. Super idée. Et du coup, donc, refaisons un bond à il y a 1 an et demi. Donc, tu as un coup de cœur pour Dubaï, tu travailles ton projet pendant plusieurs années. Donc là, tu décides de partir à Dubaï. Comment tu as fait pour te dire là, ça sera mon local? Parce que est-ce que du coup, tu as reconstruit une école? Est-ce que tu as repris une école qui existait déjà? Est-ce que tu as dû toi-même prospecter des lieux ou implanter ton école? Comment ça s'est fait, la recherche du lieu déjà? Bon, j'ai pris la décision de venir à Dubaï et de créer ma propre école. Donc, je n'ai pas racheté une école. Donc, oui, pour avoir une école, il faut avoir un studio de danse. Oui, c'est plus pratique. Donc, en fait, en l'été 2023, je suis venue 15 jours à Dubaï et j'ai fait 15 jours de visite. Ah oui, tu t'es dit, j'ai 2 semaines. En 2 j'ai semaines, 2 semaines, il faut que je trouve, puisqu'en septembre, mon école est vendue et que en septembre, je prends un avion juste en aller pour Dubaï. Oui. Et que Oui, donc tu n'avais pas le choix finalement. En fait, c'est souvent ce qui m'a aidé dans ma vie, c'est que parfois, quand on se laisse pas le choix, au moins on met toute l'énergie où il faut. Et ça me rappelle une élève de Aix qui m'a dit, mais Domi, ça serait pas mieux pour toi, tu vois, tu gardes un peu Aix-en-Provence, tu crées à Dubaï, puis tu vois comment ça marche, parce que si ça marche pas. Et je me rappelle lui avoir dit, elle avait été étonnée par ma réponse, mais si je fais ça, à un moment donné, il faut mettre toute l'énergie où il faut, enfin, dans le projet, parce que sinon ça avance pas. Oui, ça avance pas. Quoi. Et je lui avais dit, non, moi je me donne pas le choix en fait. C'est super dur, hein, c'est super dur. Et ça me fait penser à un navigateur français qui s'appelle Olivier de Kersauzon, qui a écrit dans un bouquin, souvent dans la vie, on a deux chemins qui se présentent à nous, un très difficile et un facile. Et il dit, c'est très intéressant, il dit, si vous choisissez le chemin difficile, vous avez de fortes chances que ce soit la bonne décision. Et il dit, il faut toujours aller vers le plus dur, parce que le plus dur construit. Et je trouve ça très intéressant. Oui, je trouve que ça te ressemble bien. Et du coup, j'ai trouvé Alors, c'était rigolo parce que donc, j'ai même visité, dans ce beau studio podcast où on est à Business Bay, un local à Business Bay. Et c'était l'avant-dernier. Le dernier, je le visitais dans un endroit où je suis maintenant. Mais je me rappellerai toujours, le local à Business Bay m'avait bien plu. Il était extrêmement cher, mais il m'avait bien plu. Et je me rappelle le soir être rentrée, puis j'en avais marre de visiter pendant 15 jours. Il faisait plein mois de juillet, à Dubaï, pour il ceux faisait qui savent 46 pas, degrés. Ouais, j'allais dire 50 pour exagérer un peu, mais... Oui. Et je visite Business Bay, et puis je me dis, c'est bon, c'est celui-là. Et c'est là où je remercie encore la danse une fois, c'est que j'ai failli annuler le dernier rendez-vous. Et je suis rentrée chez moi, j'ai dit, mais non, tu as pris un engagement, tu le tiens. Et ça, c'est la danse qui me l'a appris aussi. Donc, même si j'avais pas envie d'y aller, j'y suis allée. Et j'ai bien fait parce que c'est le local où je suis maintenant. Et tu as eu un coup de cœur, comme tout ce que tu as fait dans il y avait c'est souvent plusieurs choses réunies. Oui. C'est pas, oui, il y a eu un coup de cœur, mais je suis rentrée, c'était une boîte d'informatique, faux plafond, pourri. L'informatique. Voilà quoi, bonjour, rebonjour. Oui, donc c'était pas un local vide où tu t'es imaginé tout de suite avec ton parquet, tes danseuses. Non, c'est dur d'ailleurs de s'imaginer, mais on y arrive. Non, avec énormément de personnes qui travaillaient, beaucoup d'Indiens qui étaient comme ça sur leur ordinateur. Donc il y avait encore, en plus, elle était encore en activité. Elle était disponible qu'en septembre. J'ai prospecté au mois de juillet, et puis en septembre, le local était disponible, les gens sont partis, mais là... 4 mois de travaux. C'était prévu 4 mois ou c'était... Non, moi je voulais ouvrir le 15 septembre. Ouais. Non, mais parce qu'à Dubaï, c'est courant qu'on te dise... Parce qu'on m'avait dit ça aussi. Il y a 2 semaines de travaux, c'est bon. On m'avait dit ça. Au final, oui, et après, je me dis, bon, allez, d'accord, j'accepte d'ouvrir qu'en octobre. Puis après, petit à petit, à un moment donné, je me suis dit, bon, il y a des choses que tout ce que tu peux maîtriser, tu peux faire de ton mieux, fais-le. Mais à un moment donné, il y a des choses que tu ne peux pas maîtriser. Ouais, de toute façon, par exemple, lâcher du lest. Je me suis dit, quitte à monter une école de danse à Dubaï, ça sera certainement ma dernière, quoique, on ne sait jamais, mais du matériel professionnel, quoi. Moi, je respecte beaucoup les corps et les articulations de mes danseurs. Et un danseur, pour pas qu'il se fasse mal, en général, il vaut mieux monter une école avec un plancher
qui est flottant, c'est-à-dire qu'un plancher qui est fait pour les danseurs, un plancher monté sur le lambourde. Oui, je suppose qu'un pour les plancher sauts, d'une boîte d'informatique n'était pas voilà, fait pour... donc le plancher de ma boîte d'informatique, les danseurs, je les faisais sauter là-dessus sans investir dans un plancher. Au bout de 2 mois, ils n'avaient plus de genoux. Ok. Donc, en gros, j'ai importé un plancher de marque Harlequin, qui est un plancher professionnel pour les danseurs. Pour info, c'est le même plancher qu'il y a à l'Opéra de Paris. Oui, d'accord. Oui, tout simplement. Il m'a coûté 35 000 euros. Je sais parce que c'était... En fait, quand je suis arrivée à Dubaï, j'ai pris l'argent de mon école, de la vente de l'école de Aix, et l'argent de mes économies depuis 10 ans. Tout ce que j'avais, je l'ai pris et je l'ai mis dans Dubaï. Et du coup, en fait, ce qui était rigolo, maintenant j'en rigole un peu, mais j'en ai fait des cauchemars parce que le plancher, il a été importé de Londres. Par avion, c'était trop cher pour le faire venir, donc je l'ai fait venir par mer, donc il a mis 40 jours de mer. Okay. Donc j'ai fait des rêves où mon plancher, il coulait dans la mer. Oui, puis c'était un peu j'allais dire la pièce maîtresse de ta future salle, quoi. Après, j'ai importé des miroirs et des barres d'Espagne qui sont de marque Dinamica. Ça a mis 4 mois. J'ai tout refait. J'ai enlevé le plancher, j'ai enlevé le plafond, le faux plafond, j'ai retapissé. On a monté un petit vestiaire. Et j'ai ouvert officiellement en janvier 2024. Est-ce que tu avais déjà eu le temps du coup de faire de la prospection pour trouver des élèves ? Ce qui est intéressant, c'est que j'ai profité tout en étant présente, parce qu'il faut être présent à Dubaï quand des travaux se mettent en... Oui, je confirme. J'ai profité et là, j'ai fait du networking maximum. Ouais. J'ai prospecté aussi. J'ai refait ce que j'ai fait en France 10 ans avant. J'avais l'impression que je rejouais une situation de 10 ans auparavant. C'est-à-dire que j'ai fait du porte-à-porte dans les tours qui étaient autour de mon école. En plus, je pense que c'est rare à Dubaï. Oui, je me suis fait virer de plusieurs tours d'ailleurs. J'avais le security guard qui me disait Mrs. is not allowed. Oh, bah t'aurais dû le faire danser, ça aurait été tendu. Et alors, en fait, cette prospection, elle ne m'a pas amenée par rapport à la France tant de clients que ça. Mais par contre, du coup, je suis rentrée dans des familles, j'ai vu où j'habitais en fait. Oui, okay. J'ai vu dans quel quartier j'étais, j'ai rencontré des gens, voilà. Je suis allée dans des événements de la CCI France UAE, du French Social Club, de l'UFE qui est l'Union des Français à l'étranger. J'ai contacté Dubaï Madame aussi pour voir si on pouvait faire un article, le petit journal. Aussi utiliser toute ma formation. À la base, j'ai fait une école de commerce avec une spécialisation marketing. Les ricochets mettent du temps à arriver, mais si on ne fait rien, on ne part jamais. Surtout dans une période de travaux où tu attends l'ouverture, etc., c'est vrai qu'en plus, tu tournes un peu en rond. Et puis, oui, puis c'est surtout parce que je suis à 7000 km d'une culture que je connais, que j'arrive ici toute seule, que je connais personne, enfin quasiment personne. Et que je décide comme ça de me monter une école sans clients. Oui, petite décision comme ça. Petite décision de vie, quoi. Voilà. Et du coup, là, tu viens de faire ton premier gala de fin d'année. Je pense pas que ce soit dans ton caractère d'avoir des regrets ou de changer des choses, mais ouais, est-ce que tu aurais, je sais pas, des enseignements spécifiques par rapport à ta première année ? Soirée à la première année. Non, par rapport à la première année en général, ouais. Non, j'ai juste appris des choses par rapport à moi. La patience. Ce qui est difficile, c'est de repartir à zéro à 52 ans, alors qu'on n'a plus la même énergie qu'à 40. Et de repartir, je ne pensais pas que ça allait être ça le plus difficile. Je pensais que ça allait être physiquement, parce que pendant 10 ans à Aix, je travaillais avec une salariée, et donc qui m'aidait pour les cours. Je pensais, je me disais, bon, ça va, je vais avoir beaucoup d'élèves, comment je vais faire pour assurer tous les cours, je vais être super fatiguée, j'ai plus la même énergie. Et en fait, ce qui est le plus dur, c'est une autre fatigue. Quand on recommence à zéro, on recommence aussi des cours à 1-2 personnes. Parce que si tu vois, c'est ça. C'est-à-dire qu'au début, tu n'as pas 150 élèves. Oui, donc, et les cours, il y a une personne qui vient faire un essai, bah, tu donnes l'essai, puis après elle vient en cours. Moi, ça fait 1 an qu'il y a des filles, elles ont des cours particuliers avec moi. Elles sont super contentes. Parce que c'est presque ça qui est un petit peu difficile, parce que je sortais d'une école où je faisais des cours, il y avait 15 personnes. Voilà, encore une solution, 2 solutions qui sont présentées à moi. Solutions que font beaucoup que peuvent, et je le respecte complètement. Et écoute, il n'y a qu'une personne en cours, excuse-moi, mais je ne vais pas faire le cours. Hein, je fais le cours qu'à partir de 3 ou 4 personnes. Première solution. Deuxième solution, tu fais quand même le cours, Nomi. Parce que si tu commences à annuler des cours, jamais tu vas l'ouvrir ton école. Bon, je suis très optimiste, hein, mais finalement, la vie est bien faite. Ce qui me maintient, etc., c'est que
j'y crois à fond, quoi. Et tu aimes toujours autant la ville? T'as pas... Ah oui, alors j'ai l'impression que je suis dans un tableau d'art à Dubaï. Quand je suis arrivée aussi, je voulais pas rester le week-end dans ma chambre, en fait, à rien faire, et je me suis forcée à aller voir des galeries d'art, aller chez Canvas, à l'Alliance française, Ouais, aller tu voir. fais beaucoup de choses. Non, mais Et c'est j'ai bien. rencontré des gens là. J'ai Ouais, c'est rencontré même super. des élèves des personnes qui sont devenues mes élèves. Et ça, en fait, ça a été dur de faire la démarche parfois, ou même de prospecter. Hein. Pour aller prospecter, je Ah m'habillais. bah, c'est une Puis il remise faut en être en forme, il question ne faut pas arriver constante, il faut bonjour. avoir ton discours un peu rodé, Ouais. t'as la personne que t'as En en face plus, de je ne parle toi. pas très bien anglais, donc c'était chaud, c'était fatigant quand même. Non, mais franchement, tout mon respect parce que je suis très admirative de tout ce que t'as fait. En plus, quand je dis seule, c'est pas quelque chose de négatif, mais c'est vrai que quand t'allais prospecter, etc., ben oui, t'es toute seule, quoi. Donc, Ouais. Et là, j'ai fait enfin ma première soirée de gala, qui était vraiment très intéressante pour moi parce que j'ai rejoué le même format que que je fais depuis 13 ans, c'est-à-dire j'enferme pas les personnes dans une salle pour voir 2 heures de gala de danse et 5 minutes leur enfant danser et puis pas partir parce que c'est mal poli, mais être dans un endroit ouvert en invitant d'autres arts que la danse, en finissant par une soirée dansante. Les gens peuvent partir quand ils veulent. Voilà, et j'ai retrouvé cette convivialité. J'ai eu d'extrêmement bons retours de cette soirée. jusqu'à 3 heures du matin. Chut. Non, mais c'était vraiment très impressionnant de tout ce mélange en fait de personnes qui venaient parce qu'il y avait pas mal de milieux différents, des personnes du consulat, etc. Et de voir les danseuses et les danseurs, parce qu'il y avait quand même un danseur que j'ai trouvé très impressionnant aussi. Et ouais, il y avait une telle émulation, tout le monde était connecté autour de la danse. Même les gens qui sont pas habités personnellement par la danse, vraiment tout le monde était hyper connecté à ce moment-là, quoi. J'ai trouvé ça très beau. Ouais, c'était une belle soirée. En fait, j'ai aussi créé cette école, enfin je le ressens au fur et à mesure de mon enseignement, et c'est mes élèves aussi qui me le disent, c'est que au-delà de la technique que j'enseigne, j'essaye d'enseigner toutes les valeurs propres à la danse et tout ce que m'a appris la danse et comment la danse m'aide dans ma vie au quotidien en fait. Et c'est ça que j'aime transmettre aussi aux gens. Euh, Par exemple, la rigueur, la persévérance, le respect, la posture, l'ouverture aux autres. Vie, Oui. Et ça, c'est vraiment des champs d'échange. C'est vraiment des choses qu'apprennent la danse. Et j'aime à transmettre ce que m'a appris la danse et comment elle m'aide au quotidien dans ma vie. Et je suis fière de constater que, en fait, mes élèves, ils acquièrent avec la danse le goût de l'effort. La danse, elle nous apprend à aimer l'effort, en fait. Parce que c'est difficile au début de faire un effort. Et puis, on ressent les bienfaits, parce qu'à force, on constate les progrès. Le corps et le mental se sentent mieux. Et on se rend compte que c'est grâce à nos efforts. Du coup, on a envie d'y retourner, comme une bonne drogue. Et petit à petit, l'effort devient moins dur parce que l'on s'y habitue, on en a besoin physiquement et moralement. Et j'essaye de faire comprendre, même à mes petites... Elles ont quel âge, les plus petites? Les plus petites, elles ont 4 ans. Que tous les efforts sont récompensés dans la vie. C'est ça, mais il faut le dire aux enfants, parce que c'est hyper important. Ce qui est dur, c'est pas de faire un effort une fois, c'est de le faire régulièrement. Ça s'appelle la persévérance. Et ça, la danse nous l'apprend vachement. Dans les exercices, on n'arrive pas, on refait, on essaye de faire une pirouette, on repart, et à force. Et ça, elle nous apprend la persévérance, donc dans le cours et après dans la vie. Ce que apprend aussi la danse, c'est la patience. Ce que tu viens d'apprendre. Le geste conscient, parce qu'on est dans la danse, on est dans un geste qui est conscient. Ça nous apporte une certaine santé morale et physique quand même, la danse. Ça nous apprend à tenir nos décisions, de savoir dire au revoir et finir les choses correctement, et ça nous apprend à avoir du courage. Eh ben, c'est une magnifique conclusion. Je te remercie infiniment pour ton temps. Je te souhaite tout le meilleur du monde, autant personnellement, professionnellement à Dubaï. Merci beaucoup, Audrey. Et à bientôt. À bientôt. C'est donc la fin de ce 2e épisode. J'espère qu'il vous aura touché autant que moi, qu'il vous aura peut-être donné envie de danser. Je voudrais également faire un petit clin d'œil aux 2 fils des Domiti, Antoine et Manao. Étant moi-même maman d'un petit garçon, je suis toujours émue lorsque je l'entends parler d'eux. Elle a toujours des étoiles plein les yeux. Depuis la naissance de mon fils, on me répète souvent de profiter tant qu'il est petit, car le temps passe vite. Mais écouter Domiti parler de ses fils avec autant de fierté m'a aidé à prendre conscience de l'essentiel. Le temps qui passe est une bénédiction, et j'espère partager autant d'années avec le mien. Bon, même si pour l'instant, j'aimerais juste qu'il dorme un peu la nuit.
Retrouvez toutes les informations liées à l'école de danse de Donity, Classique Attitude en description. Merci beaucoup pour votre écoute et rendez-vous dans un mois pour un nouvel épisode de French Fries.